Bonsoir. La lutte contre la pandémie du Covid-19 alimente toujours l'actualité, aussi bien dans le monde qu'au Togo. Tous les secteurs d'activité et surtout celui de la santé sont mis à contribution pour y parvenir. Ce soir, nous braquons les projecteurs au cœur de la nation sur les laboratoires. Quelle partition jouent-ils dans cette lutte commune? Pour nous en parler ce soir, nous avons sur ce plateau que des dames. Nous avons professeur Ameyo Dorkenou Agbeko. Elle est biologiste, chef division des laboratoires. Professeur Dorkenou, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également la directrice de l'Institut national d'hygiène, l'INH, Dr Wembo Alatoko Beleyi. Dr Alatoko, bonsoir. Bonsoir. Alors, chers invités, d'abord, nous avons peut-être, vous suivez l'actualité comme nous, comme les téléspectateurs également, depuis quelques semaines. Disons que la courbe de la contamination au Covid-19 augmente de façon, on va dire, fulgurante. Alors, docteur Alatoko, dites-nous, vous êtes à l'INH, disons que on sait que c'est là-bas que sont centralisées toutes les données, on va dire. Alors, qu'est-ce qui explique ce nombre sans cesse croissant de cas positifs au Covid-19? Je vous remercie pour la question. C'est vrai, il y a de cela quelques semaines, on était à moins de 200 cas. Et à moins de 2 semaines, on a presque doublé. Donc, nous sommes autour de plus de 350 cas aujourd'hui. Et ceci peut inquiéter parce qu'il y a une multiplication presque exponentielle des cas. Mais il faudrait que cela puisse aussi rassurer parce que ça peut avoir deux sens. Soit on a une réelle augmentation du nombre de cas, soit parce que le système de surveillance de cette maladie devient de plus en plus efficace et sensible. Et peut-être un troisième élément que je n'avais pas mentionné au départ, c'est aussi peut-être parce que les capacités diagnostiques du pays ont augmenté. Donc ces 3 éléments peuvent expliquer l'augmentation croissante des cas. Disons l'augmentation très rapide des cas ces dernières semaines. Si je prends la première explication, c'est-à-dire une vraie augmentation des cas, cela peut se comprendre par le fait que beaucoup de Togolais sont en train de rentrer au pays, au Bercail, suite au déconfinement par nos pays frontaliers, notamment le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso. Donc c'est ça qui fait que beaucoup de Togolais rentrent. Et puisque, je vais dans la deuxième explication, puisque notre système de surveillance est devenu de plus en plus sensible, nous suivons ces voyageurs de façon systématique. Dès qu'ils rentrent au pays, on leur fait un premier test pour voir leur statut au départ et ensuite ils restent confinés pendant 14 jours. Au 14e et au 16e jour, on les reteste. C'est ça qui fait qu'on arrive à les détecter à temps et en nombre. Donc, la plupart des cas ces dernières semaines, ce sont nos confrères, nos concitoyens qui sont rentrés au pays. Je voudrais juste ajouter à ce qu'elle a dit que le système a été mis en place en contribution avec les préfets, qui sont même les présidents des comités locaux, de telle manière que sur le réseau des agents de santé communautaire et des relais communautaires, on puisse signaler toute présence de voyageurs ou de personnes ne résidant pas dans la localité à notre système. De telle manière que nous, dès qu'on a l'information, on arrive à trouver ces voyageurs, à les prélever comme la directrice l'a dit. Et donc du coup, ça fait une recherche active. On n'attend pas. Et donc ça nous a permis, voilà, ça nous permet de détecter davantage de cas et c'est ce qui expliquerait peut-être ce nombre élevé. Peut-être pour compléter, comparativement aux autres pays qui ne testent pas systématiquement les voyageurs, ils se contentent de les isoler pendant 14 jours et si personne ne développe aucun signe, on les libère. Mais là, le Togo a choisi les tester non seulement à la fin, mais également au tout début. Et aussi à la fin, ce n'est pas un seul prélèvement, on fait 2 prélèvements pour s'assurer que c'est vraiment des personnes saines
qu'on peut libérer, entre guillemets, dans la nature. Voilà. On traque aussi les contacts de ces personnes-là. Oui, exactement. Donc vraiment, c'est un système avec un réseau qui nous permet de... Puisque l'objectif de cette lutte, c'est avant tout d'extraire tous les cas positifs des communautés pour que le virus ne soit pas dispersé ou bien ne soit pas partagé, qu'on puisse contaminer beaucoup de monde. Donc du coup, quand on voit ces voyageurs, en plus des contacts, on les suit et dès qu'il y a un souci, on les prélève et si jamais il y a des cas positifs, on les extrait et on les dépose dans les centres où la prise en charge se fait. Donc c'est ce qui explique ce nombre-là. Donc, professeur, est-ce que cela voudra dire que, disons que lorsqu'on aura détecté ou bien lorsqu'on aura dépisté toutes ces personnes qui sont rentrées et tout, on va arriver à un moment donné où on aura moins de cas? C'est ce qu'on espère si véritablement ces voyageurs qui arrivent, les communautés nous informent à temps. Parce que le drame, il arrive, et c'est ce qui se dégage, ce qu'on constate, c'est que certaines familles refusent de dénoncer en quelque sorte leurs parents qui sont arrivés des pays limitrophes. Et nous réussirons aussi si les contacts, tous les contacts nous sont signalés pour qu'on puisse les suivre. Si véritablement nous arrivons à pouvoir cerner tout cela, il les aura, et que d'autres entrées ne se font pas parce que pour le moment l'aéroport n'est pas encore ouvert pour que peut-être des compatriotes rentrent. Mais pour juste des pays limitrophes, si on nous signale tous ces cas, inexorablement, on pense qu'on va pouvoir réduire le nombre. Mais si jamais d'autres pensent que bon, ben c'est ma famille, c'est ma sœur, je ne vais pas la dénoncer, ben, en rentrant en contact avec d'autres personnes, cette personne va contaminer d'autres et le nombre, et puis la chaîne, le nombre va augmenter. D'accord. Alors, professeur Dorkenou, je reste toujours avec vous. Vous êtes chef de division des laboratoires. Alors, dites-nous aujourd'hui, où en êtes-vous avec les tests en laboratoire, justement? Ok. Selon les recommandations de l'OMS, c'est une occasion pour moi pour clarifier les choses. Actuellement, sur le marché ou bien dans le monde, circulent, je vais dire, deux types de tests. Le test que nous appelons la PCR, qui détecte le génome viral ou bien du virus, qui est recommandé par l'OMS pour que nous puissions confirmer les cas. Un cas actif, c'est pour faire le diagnostic de la maladie Covid-19, c'est par PCR que ça doit se faire. Parallèlement, des tests rapides circulent également. Qu'est-ce que nous appelons tests rapides? Ce sont des tests qui permettent de détecter, je dirais, les immunoglobulines, soit les antigènes ou soit les anticorps. Nous en avons beaucoup plus qui détectent les anticorps, qui constituent un peu la marque de la réponse de l'organisme à cette agression qu'est la présence de virus dans l'organisme de quelqu'un qui est attaqué. Mais l'OMS en tout cas à ce stade de notre connaissance, ne recommande pas que nous utilisions les TDR pour faire le diagnostic. Les TDR, c'est ça, le test rapide. C'est vrai que d'autres feront l'analogie en nous disant, mais ce sont ces TDR que nous utilisons pour le paludisme. Ce sont ces TDR que nous utilisons pour le VIH. Pourquoi ne pas les utiliser? Voilà. Or, ces TDR ne nous donnent qu'une seule information, c'est que la personne qui est positive à ce test a eu à rencontrer le virus, mais en est guéri déjà. C'est pour ça qu'il y a ces anticorps qui sont présents dans son organisme. Donc, si vous voulez utiliser ce test pour faire le diagnostic, vous passez à côté du stade où la personne est en train de faire la maladie. Donc, nous, au Togo, à ce jour, à travers l'INH, nous faisons comme c'est dit, recommandé par l'OMS, nous faisons le diagnostic avec la PCR et l'INH est outillé pour pouvoir couvrir les besoins à ce moment par rapport à ce diagnostic-là.
D'accord. Docteur Alatoko, parce que c'est juste parce que le Togo utilise uniquement, disons, ce test-là, la PCR, que les Togolais disent souvent qu'on voudrait avoir accès, disons, au test diagnostic en grand nombre, c'est-à-dire que tout le monde peut aller se faire dépister pour voir s'il a la maladie ou pas. Est-ce que c'est cela qui explique peut-être, disons, le pas trop grand nombre de tests disponibles? Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé les prélèvements à travers ce que nous appelons le système de surveillance. Le système de surveillance est un système qui est mis en place pour pouvoir surveiller les maladies. Donc, on collecte les informations, on les compile et on sort des informations pour prise de décision. Donc, quand il y a un cas suspect, le cas suspect doit se référer à une formation sanitaire qui dépend d'un district sanitaire. Donc, le district organise le prélèvement qu'il convoie à l'INH pour tester et puis les résultats sont reversés au district pour prise de décision et action. Donc, dans ces conditions, un individu qui se présente pour se faire prélever, si on le teste, il est positif, qui le gère? Ce n'est pas l'Institut national d'hygiène qui va le gérer directement. Il faudrait qu'il y ait un district derrière qui déclenche toute une procédure d'aller le chercher pour l'amener au centre de prise en charge. Ça, c'est un. De deux, de déclencher la procédure de recherche de tous les contacts qu'il faut suivre pendant 14 jours prélevés. C'est ça qui explique le fait qu'on n'accepte pas qu'un individu se présente seul pour se faire prélever. D'ailleurs, je signale ici que les prélèvements ne se font pas directement à l'INH. Ce sont les districts qui organisent. Et si les districts, en allant réaliser les prélèvements, se rendent compte qu'il y a beaucoup de prélèvements à faire, l'INH, les équipes de l'INH viennent en appui. Donc, les prélèvements sont organisés essentiellement par les districts. Maintenant, il y a de temps en temps des dépistages par rapport aux groupes à risque. Et ça, c'est le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, qui l'a organisé. Ça aussi, ça a suivi un circuit particulier bien défini et ça sera de temps en temps répété au sein des populations à risque. Donc les tests ne sont pas limités. D'ailleurs, le Togo fait partie des meilleurs en termes de réalisation de tests par tête d'habitant. Et donc, la population togolaise n'a pas à se plaindre, au contraire, elle à se réjouir parce qu'on fait quand même ce qu'on peut pour le bien de la population. Mais docteur, c'est bien de le signaler également. Donc, depuis le début de cette crise et depuis qu'on nous dit que c'est à l'INH que se font les prélèvements, bon, disons que et moi et les téléspectateurs, on se disait que c'est à l'INH qu'on amène les malades pour enfin les prélèvements et tout. Non, c'est pourquoi j'ai profité de cette occasion pour clarifier cela. Les prélèvements ne se font pas à l'INH. Ça se fait au sein des districts. Et puis, l'autre aspect de la chose, ces malades-là, ou bien ces cas suspects, ne sont pas des personnes à déplacer. Et la plupart du temps, les districts se déplacent dans les foyers de ces personnes suspectées pour faire le prélèvement. Parce qu'il faut éviter que ces cas suspects rentrent en contact avec d'autres personnes. Donc ces personnes-là ne se déplacent pas souvent. Donc c'est de cette manière-là qu'on s'est organisé. Voilà. Donc les districts ont ce que nous appelons les équipes d'intervention rapide. Et donc, quand vous appelez par exemple le 111 et que vous dites j'ai tel signe ou autre, le 111 transfère, on va dire, votre appel ou porte l'information au niveau de district qui saisit son équipe ou une des équipes d'intervention rapide qui va vous poser des questions. Et en fonction de ce que vous lui aurez dit, est-ce que vous avez voyagé, est-ce que vous êtes contact de tel quelqu'un dans votre entourage a été malade, est-ce que vous avez des signes, va se déplacer maintenant pour venir faire le prélèvement
pour vous et envoyé à l'INH pour pouvoir réaliser la PCR. Quand l'INH sort les résultats, elle reverse les résultats au district. Et c'est au district maintenant d'informer les malades. Les malades. Et maintenant survient la prise en charge et la suite. Si vous êtes positif, maintenant la prise en charge prend en compte et vient vous chercher chez vous pour vous amener au centre de prise en charge. D'accord. Et professeur Dorqueno, quand vous parlez, enfin quand on a vu un peu, disons, le circuit, mais disons, quel est le délai? Lorsqu'on on fait le prélèvement jusqu'à la sortie disons, des résultats, il faut attendre combien de temps? C'est une très bonne question. Alors ça dépend de là où vous vous situez. Supposons que il y a une semaine, oui, vous étiez à Dapaon, et vous êtes à Dapaon et qu'on doit prélever. Donc ça va nous prendre au moins une journée avant d'arriver à Lomé pour le faire. Et donc du coup, ce n'est pas le même temps que si c'est quelqu'un qui est juste dans un district à Lomé. Normalement, par rapport à ce qui a été admis, l'INH dans les 24 à 48 heures, au plus tard 48 heures, vous devez avoir le résultat. En tout cas, le district là, il doit prendre attache avec vous. C'est vrai que nous mettons plus l'accent sur les cas positifs parce que c'est eux que nous voulons extraire de la communauté. Et donc, on est prompt à communiquer davantage les résultats positifs que les négatifs. Certains pourront dire « Ah non, moi on ne m'a pas communiqué tôt mon résultat négatif ». Mais souvent dans les 24 à 48 heures, nous essayons dans les mesures du possible, la directrice me confirmera, pour qu'on puisse extraire de la communauté les sources de contamination, on va dire, pour pouvoir les mettre au centre de prise en charge et éviter que d'autres personnes ne soient contaminées. Donc, mais quand ça vient de l'intérieur, nous essayons dans la mesure du possible de faire vite. Mais nous avons la chance aujourd'hui que l'antenne de Kara est là, d'autres équipements sont là, donc ils seront presque dans la même situation qu'à Lomé. Oui. Oui, docteur, mais dites-nous, ce délai-là, c'est vrai qu'on dépiste la personne et que la personne est négative, bon, on se dit, c'est bien, quoi. Maintenant, on passe à autre chose, on cherche peut-être un autre prélèvement et c'est quand la personne est positive. Mais est-ce que ne pas dire très vite à la personne qui est négative, est-ce que, bon, psychologiquement, si j'ai des symptômes, et qu'on m'a fait des prélèvements et qu'on ne revient pas vite, psychologiquement, la personne peut faire la maladie. Hein. Effectivement. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'est focalisé sur la promptitude du rendu des résultats des cas positifs. Et cela devient de plus en plus angoissant pour ceux qui sont négatifs. Mais nous sommes en train de voir une meilleure formule pour pouvoir communiquer aussi à temps les résultats négatifs. Au plus tard, dans les 48 heures, comme l'a dit le professeur Dorqueno, nous allons œuvrer dans ce sens-là pour que ça soit disponible. D'accord. Docteur Alatoko, je reste avec vous parce qu'on a commencé avec, disons, le nombre élevé de ces cas positifs. Dites-nous, est-ce que c'est... Comment se fait, disons, cette compilation, on va dire, journalière? Est-ce que c'est au niveau de l'INH que se fait, disons, tout ce travail pour nous donner les chiffres que nous avons tous les jours, ou comment cela se fait? Quel est le processus? Bon, le processus commence par la base. Les districts sanitaires qui font ce que nous appelons des notifications, c'est-à-dire quand on soupçonne un cas, il faut transcrire le soupçon sur les fiches de notification, réaliser le prélèvement qui est accompagné de la fiche de notification qui vient à l'Institut national d'hygiène. Donc, concomitamment aux manipulations des échantillons, les informations qui sont sur les fiches de notification sont saisies et par district. À chaque fois que nous avons ces prélèvements qui arrivent, nous saisissons les informations dans la base de données et dès qu'on a fini de manipuler, on saisit également les résultats qui sont compilés l'après-midi ou le lendemain pour pouvoir être diffusés.
Ça, c'était le schéma jusqu'à maintenant. Mais les efforts sont en train d'être faits pour que la partie saisie des données réalisées par l'INH jusqu'à maintenant soit faite directement par les districts à travers des smartphones pour que nous ayons qu'à remplir la partie résultats de laboratoire. J'avoue que c'est cette partie saisie des données qui est fastidieuse pour l'INH parce qu'on peut passer un temps fou pour introduire ces données, surtout quand les écrits ne sont pas bien formulés sur les fiches de notification et surtout aussi quand il y a des données manquantes alors que c'est des données essentielles, notamment l'âge, la nationalité, et le sexe, des données que nous trouvons quand même essentielles pour pouvoir mieux gérer cette riposte-là. D'accord. Professeur, donc comme nous parlons justement nous parlons de laboratoire et tout, alors la question c'est de savoir quelle est l'importance, quelle est la place ou bien la partition que jouent justement les laboratoires dans cette crise que nous traversons. J'ai l'habitude de dire que à quelque chose malheur est bon, parce que les biologistes que nous sommes, vous nous voyez souvent très peu. Oui. Nous sommes cachés derrière nos microscopes, où nous travaillons, nous rendons des résultats. Les cliniciens ou la clientèle ou la patientèle dit ce qu'elle a envie de dire sur ce que nous délivrons, sans savoir exactement ce que nous faisons dans nos laboratoires. Mais avant de pouvoir dire c'est telle maladie, c'est au laboratoire que nous confirmons. Puisque si vous prenez les signes qu'on relève pour cette infection-là, cette virose-là, ils ne sont pas loin d'autres maladies. Oui. Et qu'on peut confondre. Donc c'est ce que nous disons diagnostic différentiel. Mais pour avoir la confirmation, c'est au laboratoire que nous regardons pour dire ce à quoi vous pensez, c'est réellement cette pathologie-là ou cette maladie-là. Donc le laboratoire est au cœur de la prise en charge. Nous sommes au cœur de la prise en charge. Et donc, pour des maladies, si je veux dire pour le paludisme, parfois comme elle est endémique, on peut se dire non, je sais qu'habituellement ce sont les signes que j'ai et je vais traiter. Mais ici, ce n'est plus le cas. Il faut nécessairement que le laboratoire dise à toute cette équipe-là, c'est vraiment la Covid-19 avant qu'on ne vienne vous chercher. Donc c'est ce que nous faisons depuis. Et maintenant, cela met davantage en exergue quelle est la place du laboratoire. Et donc, elle est importante. Et d'ailleurs, il y a plein de mécanismes que le laboratoire, par rapport aux normes qui entourent ce que nous faisons, ces normes ont mis des mécanismes en place pour pouvoir garantir, dans la mesure du possible, les résultats que nous sortons, de telle manière que quand nous disons que c'est positif, on puisse dormir tranquille, parce que derrière, il y a des implications que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, c'est fondamental, c'est la base même de notre fonctionnement. D'accord. Et professeur, cela voudra dire que depuis le début de cette crise, vous avez plus de boulot? Je veux dire peut-être, comme ce n'est pas dans tous les laboratoires que le diagnostic se fait, c'est plus le laboratoire de l'INH aujourd'hui qui a davantage de boulot. On va le dire sous cet angle-là. Mais sachant que de façon, dans les centres de prise en charge, par exemple, si on doit faire d'autres analyses complémentaires, puisqu'on a bien dit, les cas graves où la survenue de la maladie, c'est sur un terrain déjà affaibli, c'est-à-dire ayant d'autres maladies. Donc, le laboratoire continue à offrir les prestations liées à ces facteurs de risque ou à ces comorbidités. Mais comme nous ne sommes pas, c'est pas tous les laboratoires dans le pays qui fait la confirmation pour les cas de Covid, c'est davantage surtout l'INH aujourd'hui qui fait beaucoup plus le travail. D'accord. Alors, docteur Alatoko, donc on en vient maintenant à l'INH. Vous êtes la directrice de l'Institut national d'hygiène. Alors, dites-nous aujourd'hui, quel est le quotidien à l'INH aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, c'est que on raisonne à 60% de notre temps en Covid. Et là, cela impacte un peu négativement nos performances habituelles. Mais nous sommes en train de réfléchir pour voir comment s'accoutumer pour que Covid n'absorbe pas 60% de notre temps. Et pour pouvoir continuer par offrir les autres services que nous offrons. Je ne dis pas qu'on ne les offre pas même. Nous étions l'attention est portée plus sur Covid. Tout le personnel, à commencer par le garçon de paillasse jusqu'à la tête de l'institution, on raisonne à 60% de notre temps en Covid. Maintenant, revenons sur la précédente question, qui est la place du laboratoire dans la gestion de cette pandémie. Je dirais qu'il n'y a pas de pandémie sans laboratoire. Voilà. Puisque c'est le laboratoire qui confirme l'existence d'une maladie. Pour qu'on parle d'épidémie jusqu'à parler de pandémie. Parce que ces maladies sont des maladies transmissibles et donc il faut mettre en évidence les agents pathogènes. Et aussi, il n'y a pas de fin de pandémie ou d'épidémie sans laboratoire. Donc le laboratoire est au début, à la fin et au milieu, le milieu dans la prise en charge. Parce que pour apprécier l'efficacité du traitement, il faut retourner au laboratoire pour voir quelle est la quantité de virus qui est dans l'organisme. C'est le laboratoire qui dira telle personne est guérie ou pas. C'est vrai, nous sommes cachés derrière nos microscopes, mais il n'y a pas de début. Il n'y a pas d'épidémie ou de pandémie sans laboratoire au début comme à la fin. D'accord. Alors, directrice, est-ce que maintenant, à l'INH, disons que l'affluence a diminué? Est-ce que, bon, ceux qui venaient faire les autres analyses et tout ça, on a réduit, l'affluence a réduit? Oui, l'affluence a drastiquement diminué, mais nous pensons que ce n'est pas seulement spécifique à l'INH. C'est dans toutes les formations sanitaires. Ah oui. Parce que si je mesure la gravité de Covid que je peux aller frotter dans les formations sanitaires, comparé peut-être à mes maux de dents, je préfère gérer mes maux de dents à la maison que d'aller dans une formation sanitaire avec la peur de croiser des patients atteints de Covid. Donc c'est général. Et à l'INH, il y a moins d'affluence parce qu'il faut que la population aille dans les formations sanitaires, se fasse prescrire les analyses pour qu'elles viennent au niveau de l'INH. Donc, ce n'est que la continuité de la faible fréquentation actuelle de nos formations sanitaires. Et là, c'est l'occasion pour que nous rappelions à la population que Covid ne va pas nous faire oublier nos pathologies habituelles. Et cela risque d'être les effets secondaires de cette maladie-là, parce qu'on risque d'aggraver les autres pathologies parce qu'on n'est pas parti consulter tôt, on n'est pas allé très tôt en consultation parce qu'on a peur de Covid. Nous devons continuer par vivre normalement tout en respectant les mesures barrières. D'accord. Alors, professeur Dorkenou, en parlant de l'importance du fonctionnement des laboratoires dans cette crise, nous nous souvenons que lors de votre dernier passage sur ce plateau, vous aviez, soumis des doléances entre griffes parlant du matériel et tout. Alors aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que vous avez suffisamment de matériel? Vos attentes sont comblées ou pas totalement? Je ne dirais pas totalement. Pourquoi? Aujourd'hui, est-ce que je dois dire pas totalement? Oui, mais je voudrais plutôt mettre en avant ce qui est positif. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous aviez posé une des questions, je vous ai dit il y a une semaine, si le prélèvement. Mais aujourd'hui, avec l'antenne qui est ouverte à Kara, l'antenne de l'INH, ce prélèvement ne peut plus venir jusqu'à Lomé. Nous avons également au niveau de CHU-SO
une autre plateforme, nous l'appelons un autre appareil, qui est plus fermé, c'est-à-dire qui ne peut pas utiliser toutes sortes de réactifs, mais qui est toujours PCR, qui aujourd'hui est fonctionnel. Madame la directrice vient de nous dire qu'elle était un peu en retard par rapport à un autre projet. C'était pour disposer d'un labo mobile qui va pouvoir nous aider à gérer les gens qui vont venir par l'aéroport. Ce qui veut dire que progressivement, le gouvernement fait des efforts pour nous mettre à disposition les équipements dont nous avons besoin pour travailler. Nous voulions, comme je l'avais dit à l'époque, que nous rapprochions le diagnostic des populations. Que nous essayons d'avoir ne serait-ce qu'un laboratoire qui peut offrir ce service-là par région sanitaire. Et le gouvernement s'est attaché à nous fournir, acquérir un certain nombre d'équipements. On a les équipements dont on parle pour la PCR, le gouvernement nous en a donné 12 aujourd'hui. Et que nous essayons de disponibiliser au niveau de ces différentes régions pour aller dans ce sens. Nous l'appelons la décentralisation du diagnostic. Vous allez vous dire, mais on a parlé des plateformes, mais nous n'avons pas encore vu venir. C'est parce qu'il y a quelques équipements connexes qu'il faut qu'on nous ajoute. Et d'ici peu, nous allons pouvoir atteindre cet objectif-là que nous voulons. Donc, je voulais plutôt voir le verre à moitié plein en disant qu'on a fait beaucoup d'efforts parce que ce ne sont pas des équipements qui coûtent 2 francs ou 4 francs. C'est beaucoup d'argent. Et je crois que le gouvernement a fait des efforts pour que nous en arrivions là. D'accord. Madame la directrice, au niveau de l'INH, parlons de matériel, vous en avez, enfin on vous en a mis assez à disposition? Oui, effectivement, on en a assez, même s'il manque ce qu'il faut encore pour que tout le circuit soit automatisé, parce qu'il nous reste quand même quelques aspects un peu manuels qu'on peut améliorer. Et comme elle l'a dit, le gouvernement est dans le schéma de nous offrir le maximum d'équipements qu'il faut. J'espère que très bientôt, on va acquérir cet équipement-là qui nous permettra une automatisation complète du système. Donc, allant dans le même sens qu'elle, nous avons obtenu 12 équipements, ce que nous appelons les plateformes de biologie moléculaire, qui vont servir à décentraliser ce diagnostic de Covid au niveau de chaque région. Nous avons mis un équipement, mais il reste de petits équipements qu'il faut compléter pour que chaque région puisse dorénavant réaliser son diagnostic, y compris Palimé, parce que la région des plateaux est quand même vaste. Il fallait qu'il y ait 2 plateformes pour couvrir cette région-là. D'accord. Et docteur, c'est vrai qu'on a dit que le laboratoire est au début, au milieu et à la fin de toute maladie, de toute épidémie ou pandémie. Alors dites-nous, en tant que professionnel de labo, est-ce qu'il y a des avancées quand même en ce qui concerne les recherches concernant cette maladie-là, pour que peut-être nous en arrivions à bout très rapidement? Bon, je vois que les deux professionnels de laboratoire se regardent. Alors, professeur Dorkeni. Alors, je peux dire que en matière, je comprends très bien votre question, mais il y a, on va dire, laboratoire dans laboratoire. Le laboratoire qui offre des analyses est une forme de laboratoire, et le laboratoire qui œuvre pour que nous ayons rapidement des médicaments, nous ayons rapidement des médecins, des vaccins. Des vaccins, voilà. Des réponses à la... Parce que je crois que la volonté aujourd'hui, ou bien le souhait aujourd'hui de la population, c'est de s'organiser pour qu'on puisse vite leur trouver un médicament ou alors un vaccin. Pour que nous retrouvions notre vie. Que moi je vienne à parler des avancées que nous avons dans le domaine du diagnostic, ce n'est pas ce qui les intéresse trop. C'est de trouver une solution à cette crise-là. Exactement. Alors, donc en ce qui concerne le laboratoire, notre domaine, des avancées, je crois que beaucoup de choses sont faites pour pouvoir améliorer ces 2 outils dont je vous ai parlé. C'est de voir
comment on peut améliorer la qualité, par exemple, des tests de diagnostic rapide dont je vous ai parlé, qui peuvent détecter ce que nous appelons les antigènes et les positionner en remplacement de la PCR pour que nous n'en arrivions pas à utiliser ces gros équipements-là qui ne sont pas accessibles. Et peut-être répondre à votre doléance en disant que pourquoi chaque individu ne peut pas se lever et aller tester quelque chose dans son coin. Donc, les travaux se font dans ce sens. Améliorer aussi la qualité des tests que nous utilisons aujourd'hui pour que leur sensibilité, leur spécificité soit meilleure. Je vais dire plus la sensibilité soit meilleure. Donc, c'est ce qui est dans le cadre au niveau du laboratoire. Maintenant, en ce qui concerne les recherches pour pouvoir trouver les vaccins ou les médicaments, je crois que vous en avez entendu parler. Beaucoup de tests sont faits, beaucoup de propositions sont faites. Et pour le moment, on n'est pas encore on n'a pas encore vu le bout du tunnel, mais on espère que des recherches vont être poursuivies et qu'on puisse avoir d'ici là. C'est vrai que quand on écoute les pays européens, on ne s'attend pas à trouver quelque chose avant 1 an. On espère, si déjà d'ici cette période-là, nous avons quelque chose, ce serait formidable parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'une des premières pandémies où il y a autant de mobilisation pour pouvoir trouver des médicaments ou des vaccins. Et ça va très très vite dans ce domaine. D'accord. Et professeur, et parlons justement disons, du travail en laboratoire, on va dire, dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait, un travail de synergie, de partage, d'échange entre les différents laboratoires? Si on prend par exemple au niveau de l'Afrique, est-ce que peut-être dans la sous-région, les laboratoires travaillent de façon en synergie pour pouvoir trouver ensemble une solution rapide Tout à fait. Je crois que c'est les organismes de santé comme l'OMS, comme l'OAS, ils nous appuient pour qu'on aille dans cette logique-là. Et donc régulièrement, je me rappelle, avant que nous ne démarrions même le diagnostic par la PCR des cas ici au Togo, l'OAS a regroupé les spécialistes, les laboratoires de référence comme l'INH des 16 pays à Dakar, qui est l'Institut Pasteur, qui est le laboratoire de référence, pour qu'ils soient formés, de telle manière qu'on puisse travailler de façon harmonisée et standardisée dans la sous-région. Les documents aussi sont élaborés dans ce sens par l'OMS Afro et partagés avec nous. De temps en temps, ils organisent des formations en ligne, des webinaires pour que tel pays partage ses expériences avec l'autre pour nous permettre, en fonction de ce que l'autre a comme information, de pouvoir échanger et de voir et de nous donner des directives pour que nous travaillions de manière la plus harmonieuse et la plus standardisée. Nous aimons cela au labo de la même manière, pour que ça soit reproductible, que ça puisse être répété si on change de lieu. Et donc, ces différents mécanismes que nous avons mis, qui ont été mis en place dans la sous-région pour que nous travaillions dans ce sens. Et il faut dire aussi qu'au labo, nous appelons quelque chose de contrôle, le contrôle externe de la qualité ou bien l'évaluation externe de la qualité. En fait, c'est quoi? Quand je travaille à mon niveau, rien ne m'assure que ce que j'ai trouvé. C'est vrai, on a le contrôle interne, mais rien ne m'assure que ce que je fais, c'est parfait. Donc, de temps en temps, certains que j'ai trouvés positifs, je peux envoyer à un laboratoire de référence pour vérifier et m'assurer que moi aussi, ce que je fais, c'est dans le bon chemin. Donc, nous avons ces mécanismes-là, non pas seulement pour Covid, de façon générale, c'est ça qui est notre règle de base de fonctionnement. Donc, à mesure
encore en ce qui concerne une pandémie de cette taille-là. Nous insistons encore davantage là-dessus et l'INH fait cela avec les labos de référence. Justement, c'est ce que je voulais demander à Madame la directrice, voir si l'INH travaille en synergie avec d'autres centres à la même vocation, on va dire. Bien sûr. Et c'est, comme elle a dit, c'est pas seulement pour Covid. Pour toutes les maladies à potentiel épidémique jusqu'à maintenant, nous travaillons en réseau avec tous les laboratoires nationaux de référence et spécifiquement de façon plus rapprochée avec le Dakar, l'Institut Pasteur de Dakar, l'Institut Pasteur d'Abidjan. Pour ne citer que cela, nous travaillons en réseau. Les formations sont organisées au niveau régional, c'est-à-dire région ouest africaine ou bien toute la région africaine, pour que nous ayons des méthodes standards, nous ayons les mêmes pratiques, nous ayons les mêmes réactifs que nous utilisons. Et de temps en temps, nous venons en aide pour tel ou tel consommable entre laboratoires. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on l'a expliqué un peu plus déjà durant ce débat, mais c'est l'occasion peut-être de le rappeler encore pour peut-être les téléspectateurs qui viennent de nous prendre, de nous rattraper en marche. Alors, où en est le projet, Madame la directrice, où en est le projet de création d'autres sites de diagnostic à l'intérieur du pays? Est-ce qu'on va dire que dans moins d'un mois, on aura peut-être des structures décentralisées ou délocalisées de l'INH un peu partout disséminées pour que le travail soit plus facile et plus rapide? Nous sommes en bonne voie pour cette décentralisation. J'en ai pour preuve l'antenne de l'Institut national d'hygiène de Kara qui a déjà commencé le 16 dernier. Et très prochainement, nous l'avions déjà dit, les régions, chaque région sera en mesure de réaliser ces tests Covid. Et pour cela, nous donnons comme date butoir d'ici 2 à 3 semaines. Chaque région pourra confirmer localement les cas de Covid, même si toutes les données vont être remontées au niveau de l'Institut national d'hygiène pour la communication au niveau national. D'accord, d'ici à 3 semaines. Bon, donc, Madame la directrice, ça voudra dire que d'ici à 3 semaines, on vous refera appel sur ce plateau pour que vous nous disiez où on sera avec ce projet. Alors, mais professeur Dorquienou, c'est vrai qu'on parle de délocalisation des centres, disons des laboratoires et tout, mais moi, je voudrais demander, est-ce que si on délocalise ces centres-là, on a assez de professionnels? Est-ce qu'on a assez de laborantins aujourd'hui pour faire face à cette crise-là? Je voudrais corriger 2 choses avant que nous avancions. Donc, ce n'est pas la délocalisation, en fait, c'est la décentralisation. Voilà. Et deuxième chose, on dit, est-ce qu'on a assez de techniciens de laboratoire? D'accord, parce que le laborantin, nous le prenons de façon péjorative. D'accord, ok. Donc les techniciens de laboratoire ou le personnel de laboratoire. Oui, dans la mesure où le laboratoire est organisé, nous avons le personnel technique. D'accord, où à la base vous pouvez avoir les techniciens de laboratoire, il y a les techniciens supérieurs de laboratoire, les ingénieurs, certains biologistes PhD et maintenant les médecins ou pharmaciens biologistes au-dessus. Donc c'est tout un ensemble, ce n'est pas la directrice et moi, tous les jours nous sommes à la paillasse pour techniquer. Nous avons des collaborateurs qui sont toute une chaîne. Voilà, de telle manière que nous en avons suffisamment sur le territoire, puisque ces laboratoires décentralisés, ce n'est pas à part, c'est un peu, on va se greffer sur le laboratoire du CHR Sokodé, par exemple, le laboratoire de l'hôpital de Kwalimé, où il y a déjà du personnel. Maintenant, il faut peut-être pour cette tâche-là, les renforcer un peu en nombre, mais la seule chose, c'est de renforcer leur capacité à pouvoir faire cette analyse, puisque
qu'il n'était pas censé le faire avant. Donc c'est juste là où on a besoin d'appui pour qu'on devienne opérationnel. Donc il y a, à mon avis, sauf je ne sais pas ce que on va demander la directrice, à la directrice. Il y a suffisamment du personnel. Il faut juste, en fonction de ce travail additionnel, là on peut dire en ajouter, mais renforcer leur capacité à pouvoir offrir ces prestations. D'accord. Alors, Madame la directrice, on a assez de professionnels. Mais si on n'en a pas assez qui sont dans la fonction publique, au besoin, on ira aller chercher ceux qui chôment encore, parce que on en a besoin. C'est un état d'urgence sanitaire. Nous sommes dans un état d'urgence sanitaire et chacun doit pouvoir contribuer à cette riposte-là. Donc, comme elle vient de le dire, l'élément essentiel, c'est la formation. Cette nouvelle formation qu'il faut donner à ce personnel-là pour pouvoir confirmer cette maladie de façon la plus standard possible. Et c'est prévu, on a prévu déjà des séries de formations. Dès la semaine prochaine, il y aura une première série pour un certain type d'équipement, pour outiller le CHR d'Apaon, le CHU Kara et le CHR Sokodé dans le diagnostic du Covid sur un certain type d'équipement donné. Donc la prochaine série de formations sera pour toutes les régions pour aussi un certain type d'équipement donné et ça serait réalisé en collaboration avec GIZ qui va nous soutenir avec l'appui des techniciens allemands très prochainement. D'accord. Alors, professeur Dorqueno, si nous, à écouter la directrice, ça voudra dire que lorsque vous aviez parlé tout à l'heure de matériel qu'on devrait ajouter, ça voudra dire que lorsque le gouvernement va acquérir ce matériel-là, il faudra former également les professionnels dans, disons, l'utilisation de ce matériel. Non, je dirais le matériel principal que nous appelons la plateforme. Elle est là, il est là. Maintenant, c'est juste, on a besoin. Alors, je vais essayer d'expliquer peut-être que... De façon plus terre à terre, on va dire. Voilà. Le prélèvement qui arrive, par exemple, il est hautement pathogène. D'accord? Et donc, pour pouvoir traiter ce prélèvement, il faut un certain nombre de sécurités. Nous appelons la biosécurité. Donc, nous avons besoin dans certaines régions de ce que nous appelons les hôtes. C'est-à-dire, c'est une cabine qui nous assure un peu la protection par rapport à la contamination. Donc, vous comprenez que si je n'ai pas cette hôte-là, malgré la plateforme qui est là, je ne pourrai pas. Donc, ce n'est pas une autre formation additionnelle par rapport à la manipulation, mais c'est juste cet équipement pour garantir la sécurité autour de la manipulation qui nous manque. Ça, c'est un exemple. Donc, l'élément principal, nous l'avons. Maintenant, c'est juste ces petits équipements-là qu'il faut ajouter. Et même si on les forme aujourd'hui, vous savez, notre formation, c'est souvent des formations pratiques. Au labo, vous pouvez avoir la théorie, mais si vous n'avez jamais vu, vous ne verrez jamais. Donc la formation dont parle la directrice, ça va être un tout petit peu théorique, mais nous insistons sur la pratique. Et donc du coup, quand les autres équipements seront acquis, ça pourrait avancer. Mais je voudrais insister que quand on forme et qu'on commence, on ne lâche pas comme ça le laboratoire et le personnel en l'air. Non, l'INH a la responsabilité d'aller en supervision rapprochée pour savoir si est-ce que ce nouveau laboratoire fait comme nous faisons. Il faut que la même qualité, de la même manière nous travaillons à l'INH, que ce soit la même chose dans tous les laboratoires décentralisés, de telle manière que le résultat qui sort de CHR d'Apaon, quand on envoie le même prélèvement à Lomé, à l'INH, qu'on puisse avoir le même résultat. Donc c'est comme ça que cela fonctionne. Et l'information qu'elle a partagée avec nous tout à l'heure pour dire qu'on contrôle avec l'extérieur, elle a l'obligation aussi de contrôler régulièrement ce qui se fait au niveau des autres centres qui offrent les prestations et confirment
Donc c'est comme ça que le laboratoire est organisé, pour qu'on puisse vous donner les mêmes résultats et de qualité égale partout sur le territoire. D'accord. Alors, chers invités, disons qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés en laboratoire, rentrés dans les laboratoires pour voir un peu ce qui se fait. Alors, mais avant de vous laisser partir, mais il faudrait que vous nous donniez un peu, disons, votre point de vue, on va dire, sur vu la courbe de contamination qui augmente. Alors, docteur Ala Tokor, est-ce que selon vous, des mesures de contrôle ou de sensibilisation sont à renforcer, vu ce que nous vivons ces derniers temps, ces chiffres qui augmentent? Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre l'accent ou insister sur quelque chose, en fait? Insister, bien sûr, parce que ce qui est déjà demandé nous paraît raisonnable et faisable. Il suffit que la population adhère au port de masque, aux simples mesures de distanciation, que nous constatons que beaucoup ont du mal à respecter. Parce que nous voyons encore des gens avec des masques sous le menton. Oui. Parce qu'on a envie de bien causer, on dépose le masque sous le menton. Alors que le masque, on suffoquerait pour certains. Mais la suffocation que provoque le masque est moindre par rapport à la suffocation que provoquera Covid. Voilà. Pour certains, parce que c'est vrai, certains seront asymptomatiques, mais ceux qui sont plus malchanceux feront la forme grave où on est en détresse respiratoire. Donc pour revenir à ces mesures qui sont recommandées par les autorités sanitaires du Togo, elles sont suffisantes si elles sont bien appliquées. Le port systématique de masques pour la population, les mesures d'hygiène basiques, et puis la distanciation sociale, éviter tout ce qu'il y a comme attroupement. Mais malheureusement, nous observons encore des attroupements. Oui, on se dit qu'on est en Afrique, on ne peut pas éviter les attroupements. C'est la solidarité, on va dire. Donc, s'il y a quelque chose sur laquelle il faut insister, c'est le respect de ces mesures-là qui sont déjà recommandées à toute la population. D'accord. Après ça, donc, je crois que, comme elle a dit, moi j'insiste davantage sur le port de respect, le respect du port de masque et le lavage des mains. Ça ne sert à rien de venir mettre le masque sous le menton. Le masque, on le met quand on est en train de parler. C'est important. Et je vois le geste fatal, je dis, c'est au moment où on veut parler qu'on tire le masque. Oui, pour que l'autre entende bien ce qu'on entend. À force, l'homme, moi j'ai l'habitude de le dire, l'homme est un éternel, s'habitue toujours. L'homme est un éternel adaptateur. On s'habitue toujours à toutes les situations. Il suffit de mettre la volonté. Il suffit de le vouloir. Je suis sûre que si on nous disait qu'on distribuait 1 million de francs, il suffit à ceux qui portent le masque pendant 24 heures, tout le monde porterait ce masque-là correctement. Donc je voudrais vraiment nous inviter à ce port correct de masque. Voilà. C'est pas l'avoir sous le menton, ou non, port correct de masque. La deuxième chose, par rapport à l'intensification, je sais que c'est difficile, que j'ai ma cousine, que j'ai ma sœur qui rentre d'un pays limitrophe après être... Voilà, et que j'ai envie qu'elle soit avec moi, que nous causons. Mais je vous en prie, c'est bien que nous puissions signaler la présence de ces personnes-là. On ne les tue pas. C'est juste pour qu'on nous protège, cette personne et nous, pour que nous ne soyons pas exposés. Donc, il faut que, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a les cas où les gens refusent qu'on les prélève. Les gens refusent qu'on les mette en quarantaine. Oui. Donc, je voudrais les supplier que la cause est commune. Il faut qu'on nous aide à avancer et à venir à bout rapidement de cette pandémie-là. 14 jours dans la vie de quelqu'un, ce n'est rien. Donc vraiment, je voudrais nous appeler
à cette adhésion, de comprendre l'autorité ou le gouvernement n'a rien à tirer du fait de laisser une personne et aller même engager de l'argent pour vous mettre à un endroit pendant un certain temps. C'est pour notre bien, c'est pour la santé. Et je dirais, avec les réseaux sociaux, si c'était juste une pratique du Togo, on l'aurait su. C'est partout. Donc ça veut dire que c'est la meilleure manière pour nous, pour aller, une des manières pour arriver à bout de cette maladie. Donc je voudrais prier les communautés, tout le monde, pour que si on nous demande de faire prélèvement gratuitement, l'État met les moyens à notre disposition pour que soyez là. Nous, on vient jusque dans votre maison, vous prélevez, vous informez. S'il faut, on vous cherche si vous êtes positif. Déposez dans un centre, s'occuper de vous jusqu'à ce que vous ne... S'il vous plaît, notre part n'est pas énorme. Il faut que nous ayons une certaine adhésion pour suivre les mesures qu'on nous édite, on nous recommande. C'est important pour moi, ce message. Oui. Maintenant, s'il faut revenir sur quel élément il faut insister dans les sensibilisations, c'est la gestion du port de masque. Dans le port lui-même, et puis dans la gestion en général, parce qu'il y a des parties du masque que nous considérons souillées, qu'il ne faut pas toucher, mais malheureusement, on empoigne souvent ces parties-là sans se laver les mains, et peut-être on emporte ces mains-là ailleurs pour souiller cette surface-là. Les masques que nous portons, les masques chirurgicaux, ont pour objectif de contenir toutes nos sécrétions, et donc, en partie, c'est souillé. Pour pouvoir les enlever, il faut savoir les enlever pour ne pas souiller les mains là qui sont censées rester propres. Donc, les éléments sur lesquels il faudrait très prochainement insister, c'est la gestion du port de masque. La gestion, d'accord, justement, docteur, vous en parlez. La gestion du masque, comment enlever le masque et surtout remplacer régulièrement le masque que nous portons. Parce que certains portent un masque durant toute une journée. Pourtant, on nous a dit que certains masques, quand vous les portez après un certain temps, il faut les enlever et les changer. Alors, merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Mais docteur, sûrement que vous allez insister sur le fait que les gens n'oublient pas, les patients, les potentiels patients n'oublient pas d'aller dans les centres de santé et surtout de continuer par venir à l'INH pour les autres analyses. Justement, parce que là, Covid, il s'est installé presque partout. Oui. Et peut-être qu'on en aura pour longtemps. Il ne doit pas nous faire oublier nos pathologies qui peut-être sont même plus graves que Covid. Donc, c'est l'occasion pour moi d'exhorter la population à continuer par fréquenter les formations sanitaires s'il y a besoin, tout en respectant les mesures barrières avec son masque, les dispositifs de lavage des mains, qui sont d'ailleurs disponibles dans les formations sanitaires, de se rendre dans les formations sanitaires s'il y a besoin, au risque de peut-être mourir à la maison de sa pathologie chronique qu'on traîne depuis toujours. Donc, dès que ces personnes-là vont retourner dans les formations sanitaires, nous osons espérer que l'affluence va reprendre à l'INH. Même s'il y a affluence, les mesures de distanciation sont prises là-bas. Nous avons diminué le nombre de personnes par siège. On l'a divisé par 2 pour respecter un minimum de 2 mètres entre patients au moins. Et le système de lavage, de désinfection des mains, c'est disponible à tous les coins de l'Institut national d'hygiène pour assurer la protection des autres patients qui nous viennent. D'accord. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous parler des laboratoires, de leur fonctionnement, de leur importance et justement dans cette pandémie que nous traversons, dans cette crise sanitaire. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris l'importance justement de
ces laboratoires dans cette crise que nous traversons, mais c'est également le lieu de rappeler combien de fois il est important de respecter scrupuleusement les mesures barrières pour éviter justement cette maladie. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et l'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème concernant toujours la lutte contre cette pandémie. Merci de votre fidélité et bonsoir.